Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Plutôt rebonjour parce que ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu et on n'a pas communiqué ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire quelques conférences sur l'opération Barbarossa. Barbarossa, en l'honneur du fameux Frédéric Ier Hochstaufen, empereur du Saint-Empire germain de 1155 à 1190. Le fameux Frédéric Ier Barberousse, dont Hitler s'est inspiré pour créer cette opération-là. Alors il a commencé à la monter aux alentours de juillet-août 1940. Il en parle déjà à ses maréchaux, à l'OKW, c'est-à-dire au haut commandement allemand. Il en parle, etc. Donc ils vont mettre un an à la structurer. Et la voilà structurée quand, malheureusement, elle est retardée. Elle devait commencer au mois de mai, début mai, ou fin avril, début mai 1941, et elle ne commencera malheureusement qu'au mois de juin. Pourquoi ? Parce que il faut à Hitler et à ses troupes, à la Wehrmacht, il leur faut conquérir la Crète, la Grèce et une partie de la Yougoslavie. Donc ils feront cela, oui, d'une façon un peu malencontreuse, surtout en Crète. Hein, il y aura 3000 parachutistes allemands qui seront décimés. Et donc le 22 juin 1941, voilà que toutes les troupes nazies sont concentrées en Pologne, sur cette frontière artificielle, parce que il y a eu un traité entre les soviétiques et les nazis et les allemands en 1939 qui ont coopéré pour une entente amicale. Donc cette entente amicale-là, elle va ne durer que 2 ans. Le 22 juin 1941, 159 divisions de la Wehrmacht prennent cette pauvre Russie qui se relève à peine des purges de 1937, notamment au niveau de l'armée, mais des purges en général, sur toute la Russie, par ce fou qu'est Staline. Elle se relève enfin, et l'armée, la Wehrmacht, prend la Russie en trident. Il y a le groupe d'armées nord, commandé par le maréchal Wilhelm von Lepp. Groupe d'armées nord. Groupe d'armées centre. Alors, groupe d'armées nord va se diriger vers les pays baltes et vers Leningrad. Le groupe d'armées centre, dirigé par le maréchal Fedor von Bock, se dirige vers Moscou. Et le groupe d'armées sud, qui aura plus de difficultés, mais bon, c'est un groupe d'armées quand même assez complémentaire et exigeant, hein, qui va, lors d'une directive de Hitler en 1942, en juillet 42, va se scinder en 2 groupes. Le groupe d'armées A, qui fonce sur le Caucase, avec à sa tête le maréchal von Litz, qui sera remplacé le 9 septembre 42 par le maréchal von Kleist. Et le groupe d'armées B, qui se dirige sur Stalingrad. Alors bon, il comprend quoi ? Il comprend la 6e armée. Ce groupe d'armées B comprend la 6e armée du général Paulus. C'est pas un aristocrate, attention, hein. On ne dit pas von Paulus, on dit Paulus. Friedrich Paulus. La 4e armée blindée du général Hermann Hoth. La 8e armée italienne. La 4e et la 3e, les 4e et 3e armées roumaines. Et la 2e armée hongroise.
Donc il se dirige sur Stalingrad. Donc je l'ai structuré sur 8 conférences. Bien sûr, je n'ai pas fait ça aurait été une distraction pour moi extraordinaire. J'aurais aimé le faire, mais c'est pas possible. Hein. J'en ai fait 8 parce que je me suis basé uniquement sur les généralités. Hein. Je suis pas rentré dans les grands détails, mais vous verrez, c'est déjà très intéressant. Et je parle à la 6e, 7e, je parle de Stalingrad, bien sûr, qui était la bataille par excellence. Et là, je donne des plans, etc., etc. Je parle également de la bataille de Crimée dans la 5e conférence, la bataille de Crimée et la chute de Sébastopol, bien sûr, par von Manstein, le maréchal von Manstein. Et je parle bien sûr de l'opération Barbarossa qui se déclenche le 22 juin 1941 entre 3h et 5h30 du matin et 5h45 du matin. Je parle de la défaite de la Blitzkrieg de Moscou. Je parlerai également de la fameuse contre-offensive soviétique pour délivrer Kharkiv ou Kharkov, comme vous préférez, Kharkov en russe et Kharkiv en ukrainien. C'est la deuxième ville d'Ukraine, comme vous le savez déjà, par les événements qui ont lieu en ce moment sur Kharkiv et Kharkov. Voilà, donc Kiev est tombé bien sûr depuis quelque temps déjà, et vous verrez sur la chute de Sébastopol aussi. Hein, bon, voilà. Et et la 8e conférence sera sur une distinction entre la 4e armée allemande, qui finit à Halbe, et la 4e division blindée. Donc c'est une différence quand même assez importante, hein, parce que la 4e division blindée va beaucoup progresser sur le front centre, sur le groupe d'armées centre, alors que la 4e armée blindée du général Hermann von Hoth, un an et demi, il a été quand même commandant en chef de cette 4e armée. Elle est faite de plusieurs corps d'armée, et vous verrez de quoi il s'agit. Voilà. Donc je commence par l'opération, ça c'était quelques préliminaires pour l'opération Barbarossa. Hein. Voilà. Maintenant je commence avec la première conférence, donc l'opération Barbarossa, 22 juin 41, et elle devait se terminer au bout de 8 à 10 semaines, voire 3 ou 4 mois. D'ici l'automne 41, Hitler a dit, bon, ça sera terminé, les Russes seront... les soviétiques, les bolcheviks seront liquidés et on pourra enfin mettre à genoux cette fameuse Angleterre qui lui tient tête. Depuis 1940, il y a des problèmes. Elle a des problèmes avec l'aviation anglaise, et c'est une île, donc c'est assez difficile d'entrer sur cette île. Voilà. Donc je commence. L'opération Barbarossa, elle finira non pas 8 à 10 semaines après, mais fin avril, dans la destruction de Berlin, dont je vous ai parlé. Après l'opération Bagration, Berlin tombe au mois d'avril 1945, et Hitler se suicide avec sa compagne Eva Braun, qui est devenue sa femme la veille, le 30 avril 1945. Voilà. Donc je commence. Cette opération de très grande envergure, l'opération Barbarossa, commence le 22 juin 41, un dimanche, à 3h du matin. Elle doit rapidement se terminer sur la ligne Leningrad, Moscou, Stalingrad et les puits de pétrole dans le Caucase. Donc Hitler, il a des vues sur le pétrole, bien sûr, le pétrole l'intéresse, parce que le carburant se fait rare quand même, hein. Et vous verrez qu'à la fin de la guerre, le carburant est pratiquement inexistant, hein, du côté allemand surtout, hein, du côté russe, ils ont ce qu'il faut. Elle se terminera en fait à Berlin avec l'écrasement du régime nazi et le suicide d'Hitler. L'opération Barbarossa détermine le front de l'Est et va devenir le plus grand théâtre d'opération de la Seconde Guerre mondiale, voire même de l'ensemble de toutes les guerres qui ont eu lieu jusqu'à présent, depuis que notre humanité existe. Pourtant,
l'Allemagne nazie et l'URSS ont signé un pacte de non-agression le 23 août 1939 à Brest-Litovsk. Brest-Litovsk est une petite ville qui se trouve à la frontière entre la Biélorussie actuelle et du côté biélorusse et la Pologne. Et se partage l'Est de l'Europe, notamment la Pologne. La pauvre Pologne qui est partagée en deux, entre d'une part à l'Est les soviétiques et à l'Ouest les nazis. Voilà. Entre 3 heures du matin et la fin de la matinée du 22 juin 1941, l'armée allemande se met en marche. Elle aligne plus de 4 millions de soldats, 4300 chars, appuyés par 4389 avions. L'Allemagne engage alors 159 divisions sur les 220 dont elle dispose. Alors c'est énorme. C'est un potentiel énorme, qui s'abat sur cette pauvre et malheureuse Russie. Russie, qui a connu des millions de morts dans les années 30, avec la folie de Staline. Elle a repris après la guerre, cette folie de Staline, hein, surtout contre les pauvres médecins, les médecins russes. Hein, voilà. Donc elle a fait des ravages. Voilà. En face, la Russie en Russie occidentale, 160 divisions sont engagées, soit quelques 2 700 000 soldats. Il ne resterait plus beaucoup au bout de quelques mois, parce que parmi ces 2 700 000 soldats, il y aura beaucoup de prisonniers. Et les prisonniers russes dans les camps allemands, ils sont soit exterminés, soit ils meurent de faim, du typhus, d'autres maladies. Hein. Donc c'est pas terrible. En fait, Hitler, contre l'avis de la plupart de ses généraux, prépare avec l'OKW, le haut commandement de l'armée allemande, et cela dans le plus grand secret, son plan d'attaque. Oui, c'est vrai que la plupart des maréchaux qui ont été, les 3 maréchaux dont je vous ai parlé, von Lepp, von Bock et von Rundstedt, ont reçu leur insigne, leur bâton de maréchal, en juillet 1840, après la bataille de France. La plupart des maréchaux allemands et généraux allemands de grande envergure, comme Model, Guderian, von Manstein, von Rundstedt, etc., étaient contre. Hein, disaient attaquer l'Union soviétique. Nous savons déjà qu'avec Napoléon, ça a été difficile, hein, très difficile même. Voilà. Donc soyons un petit peu réticents et laissons faire les choses. Non, Hitler veut absolument détruire le bolchevisme. Il en parle d'ailleurs déjà dans Mein Kampf en 1925, dans son fameux livre Mein Kampf. Laissons les motivations allemandes et toutes les justifications idéologiques et politiques, éditées dans Mein Kampf. Passons dorénavant à l'opération elle-même. Montée dès juin-juillet 1940. Les différents plans, Halder, Marx, Losberg, se concentrent en plans finaux de Barbarossa. Le plan final est une sorte de mélange de 2 stratégies qui prévoient au départ l'attaque au nord, Leningrad, et son port de guerre de Kronstadt. Vous savez, là où en 1917 a eu lieu la fameuse mutinerie à Kronstadt, mutinerie des marins, qui a sifflé le début de la récréation pour les bolcheviks. Les bolcheviks ont commencé là à s'amuser et à mettre le gouvernement Zelensky à rude épreuve. Et c'est la révolution bolchevique de 1917, bien sûr. Le plan final est une sorte de mélange de stratégies qui prévoit au départ d'attaquer au nord Leningrad et son port de guerre de Kronstadt, pour ensuite dévier vers Moscou. Au sud, de progresser vers Kiev, occuper le bassin de Donetsk et au-delà le pétrole du Caucase. Oui, parce qu'il leur faut du carburant. Le plan finalement établi prévoit une attaque sur 3 axes, avec du nord au sud. Le groupe d'armées nord commandé par le maréchal Wilhelm von Lepp passer à travers les pays baltes, puis se diriger vers Leningrad, avec les 16e et 18e armées, ainsi que le 4e groupe blindé, la 4e division blindée, qui n'est pas la 4e armée blindée, hein, rien à voir. Ça, je vous en parlerai dans la 8e conférence.
le tout appuyé par la première flotte aérienne du général Alfred Keller. 2. Le groupe d'armée centre, commandé par le maréchal Fedor von Bock, comprend les 2e et 4e armées, ainsi que les 2e et 3e groupes blindés, le tout étant soutenu par la 2e force aérienne du général Albert Keyserling. L'objectif est d'atteindre Moscou. 3e, le groupe d'armée sud, commandé par le maréchal Gerd von Rundstedt, comprend les 6e armées, la fameuse 6e armée plus tard de 42 de Frédéric Paulus, 18e et 17e armée, ainsi que le premier groupe blindé, le tout appuyé par la 4e flotte aérienne du général Alexandre Lor. Il a pour objectif la ville de Kiev, le port d'Odessa, Rostov-sur-le-Don et la grande ville de Stalingrad, clé de contrôle de la Volga, là où le fleuve est le plus étroit. Effectivement, avant, en amont de Stalingrad, plus vers l'Oural, il y a la Volga est très large, jusqu'à 5-10 km, sont des lacs, pratiquement. Hein. Et en aval, plus au sud, c'est également des lacs très très importants avant de se jeter dans la Caspienne. Ce sont des lacs très importants, hein. Donc elle est très large. Là, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit où il faut attaquer. Hein. C'est plutôt à Stalingrad. Selon Hitler, la campagne ne doit pas durer plus que quelques semaines, voire quelques mois, tout au plus jusqu'à la fin de l'automne. Toutefois, nous allons voir les difficultés qu'éprouvent les Allemands à approvisionner des unités déployées à une distance de 500 à 800 km de leur base de départ. En outre, l'approvisionnement par chemin de fer est rendu compliqué par les sabotages systématiques des partisans russes, sans oublier que l'écartement des voies de chemin de fer soviétiques complexifie l'exploitation du réseau par la Wehrmacht. Effectivement, l'écartement des rails est beaucoup plus important en Union soviétique que en Pologne ou en Allemagne, hein, beaucoup plus important. Donc les trains de marchandises qui vont être transformés en véritables machines de guerre, transportant des munitions, du carburant, des armes, etc., ne pourront pas passer. Il faudra écarter les voies. Bien sûr. Voilà. Initialement fixé le 15 mai, au 15 mai 1841, l'invasion est finalement reportée au 22 juin afin de terminer les opérations de conquête de la Crète, de la Grèce et de la Yougoslavie. Ça, je vous l'ai dit. Donc, voilà. L'attaque terrestre est précédée par la plus gigantesque attaque aérienne de tous les temps, menée par la majorité de 2770 avions engagés en appui de ce front. Cette attaque commence à 3 heures du matin et vise 66 aérodromes soviétiques. La Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande, a la maîtrise absolue du ciel soviétique. Et à midi de ce 22 juin 1941, l'armée de l'air russe a perdu 1200 avions. 1200 avions, dont 800 cloués au sol. Le soir de cette même journée, pas loin de 1700 avions ont été détruits au sol et 390 autres abattus en vol. La Luftwaffe, quant à elle, perd 63 avions le 22 juin et 150 au total les 2 premiers jours. À 4h15, l'artillerie allemande se met à pilonner les positions avancées de la défense soviétique sur la frontière. À 4h45, les premières unités terrestres franchissent cette frontière devenue artificielle depuis 1939. Oui, je vous l'ai dit, hein, partagée entre l'Union soviétique et l'Allemagne hitlérienne. Sur le front central, la 3e division blindée, Panzer, force le dispositif ennemi sur 80 km. Au nord, le long de l'ancienne frontière lituanienne, un bataillon allemand prend la ville de Garchen. Très vite, à Moscou, le Politburo, Kakanovitch, Molotov, Malenkov, Voroshilov s'affolent.
De son côté, Staline, le grand Staline, l'homme de tous les, le grand, le petit père des peuples, hein, apeuré, se réfugie dans sa datcha à Kuntsevo. Il reste une dizaine de jours avant d'y être délogé par une fraction du Politburo. Molotov, Beria, Malenkov, Voroshilov et Mikoten. Contrarié par son absence, est venu s'enquérir de la santé mentale du chef, du grand chef. Ce dictateur sanguinaire, voyant les voitures noires et blindées s'approcher de sa datcha, prend peur et croit en sa dernière heure venue. Il pense qu'il va se faire liquider. Hein. Finalement, toute peur que demain, parce qu'il était absolument convaincu que les Allemands ne l'attaqueraient jamais l'Union soviétique. Convaincu. Finalement, plus de peur que de mal, car ses gentils collègues, effectivement gentils, hein, l'exhortent à parler au peuple le 3 juillet 1941. Oui, finalement, je pense que Staline, qui était un dictateur sanguinaire, et bon, pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est sa sauvagerie géorgienne. Il a quand même été un facteur déterminant dans la victoire des Soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Sans lui, je pense pas que l'Union soviétique aurait fait le même parcours. Parcours extraordinaire. Hein. Le groupe d'armée Nord progresse très rapidement vers Leningrad, grâce notamment au 56e corps d'armée motorisé du général von Manstein. Le groupe d'armée Centre fonce sur les arrières des unités de l'armée rouge. Les 2e et 3e groupes blindés font des percées parallèles, puis referment la tenaille de Bichystok, Minsk, où plus de 400 000 soldats, vous vous rendez compte, 400 000 soldats soviétiques et d'énormes quantités de blindés et matériels sont pris au piège. Très vite, des blindés, relevés par l'infanterie des 2e, 4e et 9e armées, progressent vers Smolensk, la porte de Moscou, hein, franchissent la Bérésina et le 28 juin se trouvent à 600 km de la frontière. Eh bien, dis donc, 28 juin, c'est-à-dire 6 jours plus tard. À 600 mètres de la frontière, déjà de la frontière artificielle. Pour sa part, le groupe d'armée Sud connaît une progression bien plus difficile. L'armée allemande fait face au plus grand effectif de chars de l'armée rouge dans de nombreux KV-1 et T-34. Mais le 28 juillet 1941, le premier groupe blindé et la 17e armée font leur jonction à l'est d'Ouman, enfermant dans une poche la majeure partie des 6e et 12e armées soviétiques. Les pertes russes s'élèvent alors à 100 000 tués et 103 000 prisonniers. Alors après les 400 000 prisonniers, il y a 103 000 prisonniers encore. Hein, voilà. Le groupe d'armée Centre franchit le Dniepr, puis s'occupe de Smolensk, faisant 323 000 soldats soviétiques prisonniers. Encore 323 000. Les combats vont durer dans cette zone jusqu'au 10 septembre 1941. Toutefois, l'armée allemande va subir une véritable hécatombe avec près de 250 000 hommes tués et blessés. Quant aux soviétiques, 310 000 soldats et officiers sont faits prisonniers. Ben dis donc, voilà. Dont beaucoup vont être sommairement exécutés. La bataille du chaudron de Smolensk porte à la Wehrmacht un coup très dur dans sa progression vers l'Est, surtout vers Moscou. Nous allons parler à présent de la bataille de Kiev et de la contre-attaque russe de Rostov-sur-le-Don au mois de novembre 1941. Parce qu'il y en a eu d'autres après au mois de vous verrez, en janvier, février, mars, avril, mai. Alors la bataille de Kiev, août 1941. Après les terribles débâcles soviétiques de l'été 1941, les généraux allemands réclament une attaque rapide en direction de Moscou, désormais à 400 km du front. Mais Hitler n'est pas de leur avis. Il veut s'emparer de la région industrielle du Donbass et veut en finir avec l'Ukraine. Il ordonne donc au 2e groupe blindé de Guderian de se porter vers le sud. Alors, il était au centre, hein, lui, avec Von Buch. Et il se déplace vers le sud afin de rejoindre le premier groupe blindé du général Marshal von Kleist.
Le 25 août, donc toujours 41, hein, la 3e division blindée s'empare des points stratégiques qu'est le pont sur la Desna. Un gigantesque encerclement est réalisé autour de la région de Kiev et des marais de Pripet, dans lequel plus de 500 000 soldats soviétiques sont pris au piège. Encore, donc ça fait bientôt plus d'1 million, 1,5 million. Hein. Kiev, la mère des villes russes, de la culture slave, tombe le 19 août. Seuls 1500 soldats et officiers parviennent à franchir le cordon allemand, dont Nikita Khrouchtchev, le général Simon Timoshenko et le maréchal Boudienny, B-O-U-D-I-E-2-N-Y. L'armée allemande a perdu 200 000 tués, blessés ou disparus, mais les soviétiques perdent plus d'1 million d'hommes. Partout, des unités de l'armée rouge battent en retraite. On voit ça et là des habitants réserver un accueil prévenant aux troupes allemandes. N'oublions pas que derrière les troupes allemandes, il y a les SS, il y a les Einsatzgruppen, hein, les fameux pelotons d'exécution qui exécutent tous les juifs dans les villages, à droite, à gauche, etc. C'est terrible. Ils se sont mis l'Ukraine et l'Union soviétique à dos. C'est une erreur fondamentale d'Hitler et de la Wehrmacht. Enfin, la Wehrmacht ne le voulait pas, mais c'est surtout Hitler, la folie hitlérienne. La route du Donbass est ouverte pour le groupe d'armées sud qui atteint Rostov-sur-le-Don le 21 septembre 1941. Mais les divisions blindées et motorisées de la Wehrmacht sont très éprouvées. Ce n'est donc que vers le 30 septembre de 1941 que la progression va reprendre vers Moscou. Mais la Rasputitsa, le dégel des routes de Rasputitsa, rend les chemins impraticables et les opérations mobiles s'arrêtent. Ben oui, on ne peut pas s'avancer. Les chars ne peuvent pas progresser dans la Rasputitsa et les véhicules encore moins. Il faut des véhicules appropriés. Mais la Wehrmacht n'en a pas. Au nord, les troupes allemandes du groupe d'armée nord arrivent devant les premières lignes de défense de Leningrad, début septembre 1941. Les Allemands s'abstiennent d'un assaut direct. C'est pas comme à Stalingrad. Hein. Ils ont ménagé Leningrad. Et avec l'aide des Finlandais, organisent un siège systématique de la ville. En quelques semaines, les divisions allemandes ont progressé de 500 km vers le nord, 650 km vers l'est et 350 km vers le sud-est. De juin à octobre 1941, la Wehrmacht a fait un total de 3 millions de prisonniers. 3 millions de prisonniers. Eh ben dis donc. Mais les premiers morts en masse de juifs, de russes et de tziganes, orchestrés par les Einsatzgruppen, les commandos de la mort, vont organiser très vite un sentiment de crainte et de rejet nationaux russes vis-à-vis de l'armée allemande. Ah oui, si tu liquides tous les juifs, les pauvres juifs russes, le peuple russe n'est pas d'accord. La contre-attaque russe à Rostov-sur-le-Don, un contre-attaque russe, le 21 novembre 1941. La bataille comprend 3 phases. L'opération offensive allemande sur la mer d'Azov par le groupe d'armée sud, général Gerd von Rundstedt, commencée le 12 septembre 1941. L'opération défensive soviétique de Rostov-sur-le-Don du 5 novembre au 16 novembre 1941 par le front sud du général Cherovitchenko. L'opération offensive de Rostov, 22 novembre, 2 décembre 1941, exécutée par le même front soviétique. J'arrive à la fin. Le 17 novembre 1941, après avoir traversé de force la rivière Mius, les forces allemandes capturent 10 000 soldats soviétiques et prennent Rostov le 21 novembre. Donc le 21 novembre, ça y est, Rostov-sur-le-Don est pris. 6 jours plus tard, le front sud, renforcé par la 37e armée soviétique, nouvellement formée, parce qu'elle avait été détruite, contre-attaque depuis le nord et menace d'encercler le 3e corps motorisé allemand. Von Rundstedt ordonne alors une retraite vers la ligne Mius, fameuse ligne Mius,
qui va orchestrer quand même un petit problème de l'armée allemande après, vous verrez. Depuis Rostov pour empêcher l'encerclement. L'armée rouge reprend Rostov le 25 novembre. C'est la première contre-offensive soviétique majeure recensée de la guerre. Le 1er décembre 1941, Hitler renvoie von Rundstedt. Renvoie von Rundstedt. Alors le 1er décembre 1941. Et nomme son successeur, le fameux Walter von Reichenau, qui est maréchal, mais qui va avoir début janvier, me semble-t-il, oui, début janvier, une attaque cérébrale. Et il va mourir très rapidement. Il va mourir très rapidement à Leipzig. D'ailleurs, son Fokker qui le ramenait sur Leipzig va avoir un problème en Union soviétique, déjà, à Lviv. Et voilà, donc il va mourir, semble-t-il, d'une crise cardiaque. Le pauvre, il avait un AVC, il faisait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et en plus une crise cardiaque. Alors le 1er décembre 1941, Hitler envoie von Rundstedt et nomme son successeur Walter von Reichenau avec ordre de retraite. Voilà, donc j'ai terminé avec cette première conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était peut-être un petit peu long, mais absolument nécessaire pour que vous compreniez ce qu'est l'opération Barbarossa. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite.